Bonsoir à tous. Eh bien, on va enchaîner, comme disait Christophe, avec Magnificat. Un petit pavé, hein, quand même. Ça fait son poids. Hein, ça... J'ai fait pire. ça peut servir. On peut pas vraiment le mettre dans la poche. Ça peut caler une armoire. Ça peut caler une armoire et puis on peut sauver sa vie peut-être s'il est bien placé en cas de coup de feu. En tout cas, c'est pas parce que c'est épais que c'est difficile. Ça se lit très très bien. C'est très, on va en reparler dans la construction même. C'est assez dynamique, on va dire. Donc ma dextre, pour nous mettre dans l'ambiance, l'auteur, François-Henri Soulier, bonsoir. Bonsoir. À ma redextre, Isabelle Landonat, médiéviste, spécialiste du Moyen-Âge, qui a travaillé sur l'enfermement, sur l'Italie, présentez-nous un petit peu votre trajectoire de médiéviste. Ça va être écourté quand même, parce que les travaux se sont accumulés au fil des ans. Celui-là, voilà. Oui, non, merci Farid. En quelques mots, oui, je suis médiéviste, personne n'est parfait. Professeur à l'université de Reims, d'histoire médiévale. Et je suis d'abord une spécialiste d'histoire religieuse et culturelle du Moyen-Âge italien, version franciscain, un petit côté nom de la rose aussi. Mais hélas, je n'ai pas le talent de mon voisin pour écrire des romans à suspense. Et puis, en parallèle de ces travaux sur l'Italie, les pratiques culturelles des franciscains au XIIIe, XIVe, XVe siècle, j'ai aussi labouré le champ de l'enfermement, de l'histoire comparée des enfermements monastiques et carcéraux, avec un point d'ancrage qui est Clairvaux, qui est sur le territoire de l'université où j'occupe une chaire d'histoire médiévale. Voilà, donc c'est un programme de recherche un peu audacieux qui a produit diverses choses, des livres un peu pénibles à lire, incontestablement des actes de colloque très sérieux et tout ça, mais aussi un web documentaire, donc ça c'est ma page de publicité, que tout le monde peut regarder, qui s'intitule cloîtreprison.fr, tout attaché sans accent circonflexe sur le i. En accès libre. En accès libre, sur des ordinateurs et pas sur les smartphones, parce que c'est assez lourd. Et donc, c'est un parcours pour essayer de comprendre pourquoi on a transformé les monastères en prison. Voilà. Merci. François-Henri Soulier. Alors, Magnificat, c'est le deuxième tome. Je ne sais pas, d'ailleurs, vous allez m'éclairer, si c'est le deuxième tome d'une trilogie ou pas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, normalement, Angélus, c'était le numéro 1, Magnificat, le 2, et le troisième, forcément, Requiem. Comme ça sera réglé. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter le terme que j'ai utilisé tout à l'heure en discutant avec vous, c'était que vous étiez un véritable homme orchestre. Vous cumulez... et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une véritable transversalité dans votre ouvrage. Il y a des thématiques qui se déploient, mais qui sont vraiment en relation avec un certain nombre de préoccupations ou d'emplois que vous pratiquez depuis quelques années maintenant. Oui, puisque je suis aussi homme de théâtre, effectivement, l'intérêt d'être à la fois metteur en scène, j'ai aussi été comédien, je le suis moins maintenant, mais je continue de faire des mises en scène, et surtout, c'est d'arriver à fabriquer des personnages, et le théâtre aide énormément à ça, à crédibiliser le personnage et lui donner une vraie dimension charnelle, sensorielle, et à pratiquer la célèbre méthode de Flaubert du gueuloir, qui permet d'avoir des dialogues à peu près en bouche, en tout cas qu'on a envie de dire, de jouer. Et ça aide beaucoup à écrire. Enfin, ça m'aide, moi, à écrire. Alors, justement, sur les personnages, parce que la difficulté, quand on aborde comme ça alors, d'ailleurs, je vais vous poser la question, parce que je me la suis posée pendant la présentation de la remise du prix, tout à l'heure. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un polar ? J'en sais trop rien. Vous savez, je crois que les étiquettes, c'est fait pour les valises. Le reste... oui, je suis tombé dans le noir tout à fait par hasard. Mon premier bouquin, je l'avais écrit avec une lettre aux éditeurs en disant « Voilà un bouquin que je crois être plus rose que noir, mais un petit peu noir quand même. » Et finalement, je suis tombé dans le polar. On m'a catégorisé là-dedans. Il paraît que le polar, c'est quand il y a un mort. Moi, je veux bien, mais alors, tout est du polar. Ça commence comme ça, quand même. Oui, ça commence, oui. C'est-à-dire, c'est mieux quand il y a un mort. Mais sincèrement, très vite, l'enquête, je m'en fous. Ce qui m'intéresse,
Ce sont les gens, c'est ce que disait tout à l'heure Dominique Manotti, à quoi j'adhère profondément, c'est-à-dire que en faisant le portrait des personnes, on fait le portrait d'une société, on fait le portrait d'un temps, on fait le portrait d'une classe sociale, on fait le portrait des mœurs, enfin, ça me passionne bien sûr beaucoup plus que le crime. Vous savez, les crimes c'est assez banal, ils s'en commettent tous les jours, les mobiles sont en général assez ordinaire, hein, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est dans quel contexte ils sont commis, pourquoi, par qui, comment. Ça, c'est passionnant. Maintenant, oui, c'est certainement du polar, puisque beaucoup de gens s'accordent à penser que je suis un auteur de polar. Ils ont peut-être raison. J'accepte cette étiquette heureuse. En plus, le polar a l'avantage d'être un style populaire et divertissant, deux termes qui sont en général décriés par certains artistes et que je revendique hautement. Je pense qu'avec un art populaire et divertissant, on peut ouvrir beaucoup de portes à beaucoup de gens et les amener à se promener dans des mondes qu'ils n'auraient peut-être pas osé aborder s'il y avait l'étiquette « Attention, grande littérature, garde à vous, œuvre d'art ». Là, le polar, c'est plus soft, c'est plus tranquille, on y va plus gentiment. Et puis pour répondre à ma voisine, à qui je dois beaucoup, je veux dire à l'espèce rare des médiévistes et en général des historiens, nous ne sommes pas des historiens, nous sommes des amuseurs qui utilisons les travaux de gens sérieux, d'universitaires. Mais je me sens un peu l'enfant d'Alexandre Dumas qui disait « L'histoire est un clou auquel j'accroche mon tableau. J'essaie que le clou soit de bonne qualité et que le tableau soit pas trop mal peint. » Mais ça, c'est... Le clou m'est fourni par vous, chère voisine. Vous parlez du romanesque, en fait, là, enfin, sans rentrer dans les étiquettes ni autres valises, mais il s'agit de ça, en fait. Oui, c'est le roman. Je vous ai vu, alors non pas grimacer, Isabelle, mais vous avez eu une expression tout à l'heure. Non, je me trompe. Non, bon, d'accord. Je vous ai choqué. Non, juste, je voulais dire, s'il faut des morts pour qualifier le polar, à ce tarif-là, le rouge et le noir, c'est aussi un polar. Absolument. Vous voyez, alors donc du coup... Ah oui, tout à fait, oui. Où est la limite? Donc je partage votre analyse. C'est un peu bizarre, oui. Non, c'est vrai, il y a quand même quelqu'un ou quelques-uns, quelques cadavres. Il faut se demander pourquoi ces cadavres, alors qu'ils ne sont pas morts de maladie, ni d'accident, donc ni de suicide. Mais voilà. Là, en l'occurrence, enfin, les morts sont presque, enfin, parfois, vous me direz si je me trompe, mais des prétextes pour déployer un paysage, un panoramique beaucoup plus large, en réalité, pour installer vraiment les fondements d'une société aussi, les croyances, les modes, les cultures. Alors comment vous alors bon, la difficulté quand on présente un ouvrage comme ça, c'est qu'on ne faut pas raconter l'histoire, mais par contre, ce qu'on peut, c'est quand même camper un certain nombre de personnages et puis un petit peu géographiser, si on peut dire les choses comme ça, géocaliser les lieux, etc. Donc on va essayer un petit peu comme ça de poser quelques jalons. Isabelle Landonat, quelle relation vous avez avec le roman historique d'une manière générale et puis le roman historique à tendance médiéviste, on va dire? Alors en fait, pour répondre à votre question de manière indirecte, je suis une lectrice de polar pour commencer les choses, mais alors pas forcément de polars médiévaux, même si quand j'étais beaucoup plus jeune, je lisais les enquêtes de frère Cadfael et le Juchti, qui est du Moyen-Âge, mais chinois. Bon, voilà. Mais alors ça, c'est très, très, très ancien. Mais bon, d'une façon générale, j'aime beaucoup lire des polars. Sur les romans historiques, d'une façon générale, j'en lis assez peu. Tout simplement parce que quand on fait métier d'historien et qu'on déploie, ou en tout cas qu'on tente de déployer sur un terrain de jeu, parce que finalement on est d'abord historien et puis ensuite on a un terrain de jeu. Hein. Donc moi mon terrain de jeu c'est le Moyen-Âge, je parlais de Clairvaux tout à l'heure et de cette histoire d'enfermement, et donc j'ai aussi travaillé dans les archives du 19e siècle. Voyez. Alors les médiévistes ça ose un peu tout, faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'une fois qu'on a réussi à lire des manuscrits improbables dans des langues qui ne le sont pas moins, alors du coup on s'autorise, on se dit finalement ça peut le faire tranquillement. Donc voilà. Alors mon rapport au roman historique, je dirais, ça m'arrive d'en lire, mais c'est assez rare. C'est assez rare.
C'est assez rare parce que, justement, je crois que j'ai une espèce d'inhibition qui fait que je préfère lire de la littérature complètement dépaysée. C'est ça, vous parlez du Justi, en fait, c'est plus facile, j'imagine, pour une spécialiste de l'histoire médiévale que de lire des histoires qui se passent en Chine, je me rappelle plus, Justi. Oui, la Chine des Tang, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Plutôt que parce que il y a cette difficulté-là pour l'historien, de manière générale, face aux romans historiques et à la mise en action, d'une certaine façon, d'une société, etc. C'est compliqué parce que il y a. J'ai des collègues qui ont un appétit plus aiguisé que moi pour les romans historiques. Justement, à l'occasion de ce débat, on en parlait hier et aujourd'hui avec d'autres de mes collègues. Donc voilà, mais aussi parce que le plaisir de la lecture, complètement désintéressé, vous voyez, pour moi, ça passe par le fait de lire des choses, mais pas tout le temps, mais enfin régulièrement, qui sont très loin de mes bases. Très loin de mes bases d'historienne. Dépaysagée d'une certaine façon. Dépaysagée, voilà, parce que ça me repose tout simplement et ça me distrait. Oui, c'est ça. Et ensuite, parce que je crains, en réalité, je ne le fais pas, mais j'ai toujours peur, quand il s'agit de romans à connotation historique, de me retrouver avec un méchant réflexe que je détesterais avoir, qui consisterait à regarder l'échafaudage derrière la belle façade. Et je trouve ça assez détestable. Oui, je n'aime pas parce que c'est pas le but du jeu non plus. Enfin, partir en quête des anachronismes, on va dire ça. Oui, voilà, manière. des choses de cet ordre-là. Donc voilà, donc en général, j'en lis assez peu. Et quand j'en lis, c'est plutôt des choses carrément plus ancrées dans l'histoire contemporaine, le 19e siècle. Ce qui n'empêche que j'ai lu avec beaucoup de plaisir et d'intérêt Magnificat et que je reste parfaitement admiratif, comme je vous le disais, du travail qu'il y a derrière. Travail, peut-être qu'il faudrait mettre. Justement, François Rissoulier, on va rentrer un peu dans votre cuisine personnelle. Hein, on est obligé. Hein, on va pas pouvoir faire autrement. Quel rapport vous avez à l'histoire et comment vous, dans la mise en action de vos personnages, et on va revenir plus tard sur cette nomenclature de personnages parce qu'ils correspondent tous à des archétypes importants dans l'histoire du XIIe siècle. Comment vous gérez ce rapport à l'histoire, aux sources historiques? Comment ça se passe? Pour moi, c'est presque aussi naturel que de respirer. J'ai toujours adoré l'histoire, même petit. Quand j'étais gamin avec mes parents en voiture, dès que je voyais un monument historique, il fallait s'arrêter. Enfin, je devenais hystérique devant les monuments historiques. Et donc, on visitait les châteaux, les abbayes, enfin, à foison, quoi. Ça me passionnait littéralement. Et je pense que nous sommes les enfants du passé. Je crois que si nous ne faisons pas assez attention à ça, nous ne comprenons rien au présent. Et je trouve que l'histoire est une grille de décodage passionnante pour mieux comprendre ce qui nous arrive, nos comportements, nos problématiques. Et c'est ce que disait très joliment Marguerite Yourcenar, quand elle dit que l'histoire nous permet de comprendre les problèmes actuels, éventuellement de trouver des solutions, voir ce qui est identique aux problèmes anciens et en quoi ils diffèrent. C'est aussi ce que disait Jean Racine, en disant « explorons un pays éloigné, et il va nous apprendre sur le nôtre ». Donc je crois qu'il est très important, on parle de mémoire, de devoir de mémoire en particulier. Je pense que c'est pas un devoir, c'est un plaisir que d'explorer la mémoire, et particulièrement la nôtre de cette fiction que nous appelons la France, qui est une fiction à laquelle nous participons tous, en la nommant déjà. Et j'aime beaucoup ce XIIe siècle où la France n'existe pas, elle est en train de se fabriquer, où ce que nous appelons l'Occitanie n'existe pas non plus. Ce sont des comtés, des duchés, des petits royaumes séparés, où les Pyrénées ne sont pas du tout une frontière avec les territoires ibériques. Hein. L'Aragon est aussi a quelque chose à faire avec Narbonne, avec Carcassonne, avec Perpignan. Tout ça me passionne parce qu'il est question d'une fabrication d'une société. Et donc, voir naître une société, voir naître un roman historique national, je trouve ça absolument passionnant. Qui le fabrique? À qui sert-il? Comment s'en sert-on? Tout ça, je trouve, est prodigieux.
Alors justement, dans le 12e, parce que là, le pont est long quand même entre le 12e et aujourd'hui. Oui. Justement, quels sont les points ou les thèmes de résurgence avec le présent pour vous? Est-ce que la question religieuse, par exemple, est importante? La question religieuse est un axe très fort, évidemment. Vous savez que le christianisme, dès sa naissance, a connu des contradictions internes, des questionnements qui sont amenés à ce que l'Église officielle, enfin, c'est-à-dire celle qui avait le pouvoir, a appelé des schismes ou des hérésies, qui sont en fait simplement des dissidences ou des divergences de point de vue. Une des plus remarquables est certainement celle de François d'Assise, qui ne fait que reprendre ce que plus ou moins les arianistes ou les cathares, entre guillemets, avaient déjà exploré, c'est-à-dire être proche de l'Évangile, c'est-à-dire tout à fait loin du Vatican, proche de la pauvreté, de l'humilité, de la simplicité de mœurs, etc. C'est pour ça que le pape de l'époque a une idée de génie en disant on va récupérer François de façon à ce qu'on ait ça à la maison et que les brebis égarées n'aient plus besoin d'aller vaquer ailleurs. Venez donc chez nous, on a ce qu'il faut, les franciscains. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Isabelle, donc c'est un coup politique très fort. Un commentaire sur hérésie, ascétisme et retour à la... Oui, alors, si on va sur le... Alors, de fait, François d'Assise est bien un homme du XIIe siècle, je le confirme, bien qu'il soit mort au XIIIe, et qu'il ait été canonisé aussi vite, en moins de 2 ans. Oui, alors... Attendez, vous allez un peu vite, là. Pourquoi c'est bien un homme du XIIe siècle? Alors, j'y viens. J'y viens. À part sa date de naissance, il y a le fait que, comme vient très bien de le dire Monsieur Soulier, c'est un homme de son temps. Donc, en fait, par rapport à ce pourquoi semble militer, c'est un bien grand mot, mais les Vaudois ou les Albigeois, il y a de fortes proximités qui sont en réalité une conséquence de la politique de l'Église elle-même, de la politique de réforme, cette fameuse réforme grégorienne qui se met en place et qui porte le nom du pape Grégoire VII, mais qui en réalité se met en place au cours du XIe siècle et qui se déploie dans le XIIe siècle, et qui a pour principal objectif de séparer le gouvernement de l'Église, les prêtres, donc les ministres et les moines d'un côté, et les laïcs de l'autre. Et ce faisant, l'Église change radicalement de visage, mais pas tout de suite. Et François, comme les Vaudois, Valdès, celui dont on ne sait pas très bien comment il s'appelait, mais enfin bon, bref, ce marchand de Lyon qui se convertit, qui a un parcours un peu comparable avec François d'Assise, au sens où François d'Assise est le fils de son père qui lui-même était marchand. Bon, voilà. Mais même, alors les Albigeois, c'est un petit peu différent parce que ils vont un petit peu plus loin dans la réflexion et dans la manière de voir le monde de manière beaucoup plus manichéenne. Mais donc c'est un homme du XIIe siècle et de fait, ce qui fait la différence, c'est qu'il se soumet, ou en tout cas il feint de se soumettre. Et ce faisant, il s'épargne, il arrive à convaincre, et il s'épargne d'être poursuivi pour hérésie. Voilà. Et surtout, il ne rejette pas les prêtres. Et il dit surtout, même ceux qui ont des mœurs non conformes, etc., ce n'est pas grave, un prêtre est un prêtre, et c'est ce qui le fait passer, si je puis dire, du bon côté du miroir. Donc en ce sens, c'est un homme du XIIe siècle qui plante quelque chose qu'il n'a peut-être pas forcément tout à fait voulu, c'est-à-dire une organisation qui bientôt s'appelle Ordre. Voilà, c'est un grand débat. Hein. Et en même temps, François était quelqu'un d'assez autoritaire en réalité. Il fait la règle, mais avec beaucoup de douleur, et sur la règle, il y a des interventions d'hommes d'église beaucoup plus chevronnés que lui, de sorte qu'on peut dire, je crois, que François d'Assise est vraiment un homme du XIIe siècle qui pose les jalons de quelque chose qui est très moderne ensuite, mais qui récupère, comme vous le disiez très justement, l'idéal de pauvreté, de charité, la question de la conversion, non pas que ses concitoyens n'étaient pas des chrétiens, mais le fait d'adopter les valeurs qui vont avec le fait de se dire chrétien. Et donc, en ce sens, c'est un homme du XIIe siècle, oui. François-Henri Soulier, un commentaire? Oui, il y a, si vous voulez, ce questionnement de l'Église catholique qui a quand même modelé les consciences pendant des siècles, voire des millénaires,
en Occident, est très problématique parce qu'on retrouve le même questionnement d'une certaine façon chez ce qui va devenir le protestantisme après, et même dans un domaine chez les jansénistes, curieusement, qui veulent revenir toujours à l'Évangile et à chaque fois créer un problème avec l'Église officielle. Puisque l'Église officielle, c'est une secte qui a réussi, en l'occurrence une secte dissidente juive qui est devenue le christianisme et qui devient une religion officielle à partir du moment où elle a le pouvoir et elle a donc l'argent. Et ce qui m'intéressait aussi dans ce moment-là, dans cette époque du XIIe, c'est, d'un point de vue politique, la monétarisation de la société, qui tout d'un coup connaît les pièces d'argent, enfin reconnaît, ça existait à Rome aussi bien sûr, mais vous pouviez vivre au XIIe siècle toute une vie sans avoir la moindre pièce de monnaie dans votre poche. Il suffisait que vous soyez laboureur, tout allait se passer par troc. Et tout d'un coup, le XIIe monétarise, la classe des marchands commence à prendre une grande importance. Cette classe des marchands devient une classe de banquiers. Les banquiers endettent les princes qui ont besoin de payer des mercenaires, de payer des soldats, de payer des armes, de payer des armures. Et ils vont avoir bientôt une nouvelle classe du peuple, puisqu'il y avait les militaires, les militaires, le clergé et puis le peuple laborieux, des laboureurs, stricto sensu. Il va y avoir une vraie classe de marchands qui va s'imposer, qui va donner les républiques de mercantiles, de Gênes, de Pise, de Venise, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et donc, en Occitanie, la question se pose aussi, par exemple à Narbonne, et ça a été le cas de ma chère vicomtesse Ermengarde, femme passionnante et oubliée, vraiment oubliée de l'histoire, qui va voir apparaître un mouvement comment on peut dire ça, de marchands qui souhaiteraient effectivement prendre la place des aristocrates, enfin de la noblesse d'épée. Donc ça, c'était un personnage qui m'intéressait beaucoup, de mettre cette femme qui est une femme oubliée parce qu'elle était la contemporaine d'Aliénor. Elle n'a pas, comme elle, eu la chance ou malchance d'épouser 2 rois successivement. Elle est restée célibataire, enfin elle s'est mariée, mais c'était un mariage purement notarié, et elle est restée pratiquement toute seule à régner sur une des plus grandes cités portuaires de son temps, une des plus grandes cités marchandes, pendant près de 45 ans. Et on l'a vraiment oubliée. Elle était à la fois seigneur de guerre, elle montait à cheval, elle coupait les gens en rondelles quand il le fallait. Elle était aussi mécène d'artistes, de troubadours. Elle était elle-même musicienne. Elle était en même temps très politique au sens entrepreneurial du terme. Elle a fabriqué des routes pour faciliter le commerce. Elle faisait garder ces routes pour que les commerçants soient à l'abri des routiers de l'époque, enfin des ribots et autres bandes. Donc c'est une femme absolument remarquable qui a eu une fin un peu tragique et puis qui a été complètement oubliée, je trouve. En tout cas, on ne l'enseigne jamais dans les écoles, on ne parle jamais d'Ermengarde de Narbonne, qui était une reine fantastique, et quelque part pas très dissemblable d'Élisabeth Ier d'Angleterre, dont elle avait presque fabriqué ce mythe de la reine vierge, vous voyez, s'imposant. Oui, parce que c'est quand même important, elle a fait vœu d'abstinence. Oui, enfin, en tout cas, c'était l'image qu'elle présentait. Elle a été néanmoins très aimée, non, j'ai des doutes. Une femme à ce point courtisée par des types qui étaient pour la plupart très fringants, jeunes et probablement beaux mecs, ça m'étonnerait que ce soit resté purement littéraire. Mais, bon, enfin, dans le roman, je m'en amuse un peu, je joue avec. Ce qui est intéressant, alors moi je trouve ça très, très beau d'avoir exhumé cette femme que... Alors pour moi, Ermengarde de Narbonne, c'était lié à Fontfroide. Oui, elle a subventionné Fontfroide de façon oui, incroyable. Alors, mais, c'est un souvenir d'enfance en réalité. Pour tout vous avouer, quand j'étais enfant, on m'a beaucoup promené par là-bas. Et donc, j'ai été plusieurs fois à l'abbaye de Fontfroide. Qui est magnifique. Qui est magnifique. On peut conseiller à tout le monde d'aller visiter l'abbaye de Fontfroide. C'est un peu loin d'ici, à vrai dire, mais ça vaut le coup. Les cieux sont cléments par là-bas. Et c'est une abbaye bénédictine fondée au XIe siècle, comme tant d'autres, qui bascule du côté des cisterciens. Alors, je me demande si c'est pas plus ou moins au moment d'Ermengarde, qui devient une abbaye affiliée aux cisterciens, voilà, à Cîteaux, qui est pas encore complètement un ordre à ce moment-là.
Et donc pour moi, Ermengarde, enfin, quand j'ai ouvert votre livre, c'est une espèce de bouffée comme ça de souvenirs d'enfance qui m'est revenu. Mais alors, pour le reste, je ne savais rien d'elle. Et tout ce que vous en dites démontre une connaissance que vous avez du personnage. C'est vrai qu'elle a probablement été éclipsée par la figure d'Aliénor, qui est sa contemporaine très embarrassante et tout aussi douée qu'elle. Alors, pour revenir sur le fait qu'elle ne se soit pas mariée, sinon, voilà, qu'elle ait gardé le pouvoir pour elle. Ça, c'est très intéressant. Parce que le XIIe siècle, enfin, l'histoire, elle n'est jamais linéaire, comme vous le savez tous. Hein. Et la condition des femmes, elle n'est pas très enviable au Moyen-Âge, pas plus qu'à l'époque moderne. Je ne suis pas sûre qu'elle soit moins enviable que la condition des femmes du XIXe siècle. Hein. Et donc, il y a encore au XIIe et même encore au XIIIe siècle des maîtresses femmes. Alors, bon, celle-là est un peu particulière quand même. Résister au mariage, résister au fait de passer, sinon sous la coupe d'un homme, du moins voilà, sous le joug quand même de puissance masculine, c'est assez remarquable. Et ce qui est assez remarquable aussi, en tout cas de ce que vous en dites dans le roman, c'est qu'elle réussit à se construire des fidélités qui sont en réalité malmenées par le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est que ces villes qui sont un peu riches, où le commerce que vous évoquiez tout à l'heure se développe, cherchent des formes d'autonomie qui sont en réalité des formes de prise de pouvoir par ceux qui ont le pouvoir économique. Voilà. Alors on est dans un schéma un petit peu différent des cités italiennes, parce que l'Italie a été vraiment le champ d'épreuve à la fois de la lutte des communes avec l'empereur, qui était quand même le roi d'Italie, et puis ensuite entre l'empereur et le pape, qui sont des pouvoirs universels. Alors c'est vrai que la région de Narbonne... Elle échappe à l'empereur. Voilà, elle échappe très largement. L'empereur est beaucoup trop loin, d'ailleurs comme il l'était dans la première, au XIe et au début du XIIe siècle en Italie, ce qui explique voilà, la raison pour laquelle les cités ont pu se constituer en commune. Et donc, c'est en fait un peu ça l'idée, c'est-à-dire des citoyens qui ont un pouvoir, pour le coup, économique et un certain niveau socio-culturel, comme on dirait aujourd'hui, qui tentent de s'associer, voilà, par un serment pour prendre le pouvoir et l'exercer. Alors, c'est vrai qu'en Italie, dans ces communes italiennes, l'aristocratie a été beaucoup moins mise à part qu'on ne l'a dit longtemps, puisque en réalité, en Italie, les aristocrates ont des intérêts urbains. Voilà. Ce qui est beaucoup moins le cas de ce côté-ci des Alpes. Mais bon, du coup, le résultat est que Narbonne, l'intrigue que vous évoquiez, et me semble assez juste du point de vue de sa profondeur historique, sur la rivalité entre un pouvoir féodal bien ancré par des générations futiles incarnées par une femme, et puis ces puissances montantes que sont les marchands enrichis qui commencent à faire un petit peu la pluie et le beau temps, quoi. Avec tout ça dans une cour très cultivée, très raffinée. Hein. Il ne faut pas oublier que les croisades étaient passées par là, il y avait un grand commerce avec l'Orient, les châteaux de l'époque étaient vraiment tapissés de soieries orientales, de tapis, ce qui n'était pas tout à fait le cas dans le Nord. Hein. Ça s'est petit à petit propagé, mais le Sud présentait, déjà la Narbonnaise était la très grande province de l'Empire. Elle avait un peu maléficié des Visigoths, et encore, il faudrait les remettre aussi à leur juste place et pas dire qu'ils étaient que des barbares. Elle a été ensuite conquise par les musulmans, et il y a de nombreuses villes dans le sud-ouest de la France qui ont des traces, en particulier architecturales, très fortes, d'art qu'on peut dire moudéjar, enfin dans le mélange d'art arabe et du sud. Et donc c'est un pays qui est très riche, qui est très raffiné et qui est convoité énormément, bien entendu, autant par le sud que par le nord d'ailleurs. Et c'est ce qui va se passer quand Montfort, les croisés du nord vont arriver sous prétexte d'aider l'Église à éradiquer les hérésies. Ils vont surtout faire main basse sur la fortune du sud. Et ça, c'est très intéressant à voir. Pour en venir à la position de la femme, effectivement, on est aussi en pleine période de l'amour courtois. Hein, donc on peut se dire qu'effectivement, par le biais de certaines femmes, dont Aliénor et Ermengarde, entre autres, les messieurs se sont un peu polissés, on va dire. L'attitude vis-à-vis des dames s'est empreinte tout d'un coup d'une sorte de...
entre guillemets, de romantisme, de courtoisie. Mais comme le nom l'indique, tout ça ne concerne que la cour. Pour les servantes d'auberge, je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. Ou pour les filles de la campagne, bon. Mais c'est une époque aussi très violente. Nous parlons, nous, d'insécurité aujourd'hui, et ça me fait beaucoup rire. Nous sommes l'époque la plus sécure que nous ayons jamais connue dans l'histoire. N'oublions pas que pour traverser les villes à partir de la tombée de la nuit, il fallait une escorte armée. Sinon, on n'était pas sûr d'arriver de l'autre côté de la ville. Quand ils font des serments d'allégeance, le serment commence par « Moi, un tel, je jure de ne pas chercher à te démembrer ni à t'oxyre ». Ça en dit long en creux sur la coutume ordinaire qui est bien de démembrer et d'oxyre. Donc, j'étais fasciné quand j'ai trouvé ces documents-là. Je me suis dit, mais c'est vraiment une toute autre pensée que la nôtre. Déjà, la perception du soi, le moi n'existe pratiquement pas. Le moi médiéval est quasi inexistant pour les 3/4 des gens. Et puis ensuite, la rudesse de la vie, c'est très rude, vraiment. Les femmes font 8 enfants pour qu'il en reste 2, vous voyez. Enfin, il y a un seul récit collectif commun, c'est la Bible. Alors on l'adapte, on y croit plus ou moins, on s'arrange avec ça. Dieu est partout, à tous les instants. Le diable aussi. Donc on est là-dedans totalement. Et le moi n'existe pas. Nous, le seul récit collectif que nous partageons aujourd'hui, c'est la publicité. C'est à cause de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Vous voyez, ça, c'est tout à fait inconnu du Moyen-Âge. Vous dites ça pour vous Non, je dis ça en pensant à Madame Bettencourt, qui était une charmante petite pomme rainette, ce qui prouve bien que L'Oréal est une arnaque. Vous voyez, bon, et ce Moyen-Âge remet les choses un peu en place, ça nous ramène à notre finitude, ça nous ramène à la fragilité de nos vies, dont l'homme et la femme du Moyen-Âge sont très conscients, et en même temps, ça ne les empêche pas d'aller de l'avant, d'inventer. En plus, il y a ce qu'on appelait la révolution cistercienne, parce que dans ces abbayes, qui étaient de véritables centres culturels, s'inventait le monde d'aujourd'hui, pratiquement. C'est là qu'on a inventé les lunettes, qu'on a inventé le savon, l'escalier à vis, les traits génétiques. Mais pas les boutons de culotte. Pas les boutons, voilà. C'est en ville, ça. Oui. Non, c'est une époque absolument passionnante, bourrée de contradictions, comme la nôtre, qui est à la fois charmante et effrayante, qui est monstrueuse et merveilleuse, au sens où il parlait de merveille, chose qui est éblouissante. J'ai une double question pour vous deux. Dans la figure de la comtesse qui dans votre livre est en fin de carrière, si je puis dire, elle est en passation de pouvoir, elle va donner. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une femme virile? Ça, c'est une première question. Comment ouais. Parce que c'est une guerrière quand même. Oui. Enfin, c'est une fine politicienne, en même temps une guerrière. Et l'autre, la question qui va avec, c'est est-ce que cette figure-là va disparaître dans les siècles, dans le siècle suivant et dans les siècles qui vont venir? Je ne crois pas, mais je vais laisser... Demandez à Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, ce qu'il pensait de sa mère. Oui, et là, vous saurez ce que c'est qu'une femme virile. Oui, la douce blanche de Cassis, qui avait été choisie d'ailleurs par Aliénor, qui l'avait amenée en France en se disant celle-là, ça va le faire, quoi. Effectivement, ça l'a fait très sérieusement. Non, cette question de virilité de la femme, bon, oui, peut-être que c'est pas dans ces termes-là qu'il faut poser la chose, parce que nous avons notre Jeanne, en armure, etc., mais il y en avait des dizaines comme elle à l'époque. Jeanne, enfin, et avant. Jeanne d'Arc n'est pas la première femme à monter sur un cheval et à pourfendre l'ennemi, et dont ma chère Ermengarde est un exemple évident. Elle taillait vraiment les gens en pièces. Ça n'empêchait pas de faire de la musique après en rentrant et de subventionner Fonfroide, les enlumineurs très délicats et les poètes courtois. Pour en revenir à Fonfroide, son neveu y est enterré. Et elle-même n'y est pas, c'est très curieux, elle est allée mourir chez les Templiers du Mas d'Edeu, près de Perpignan, dans la misère totale. Mais elle n'est pas accueillie à Fonfroide, dont elle a été l'auteur, on peut dire, à 80%. Pour peut-être compléter ce que vous venez de dire sur ce que sont ces femmes. Alors en même temps, on n'a pas énormément de sources
qui nous parle du comportement des femmes et notamment de leur rôle sur un cheval. Et alors aussi, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que la réforme grégorienne, dont l'Église contemporaine a surgi, hein, parce que l'Église avant le XIIe siècle n'a pas grand-chose à voir avec celle d'après, en fait. Et donc, l'Église s'emploie aussi par cette séparation entre clerc moine d'un côté, laïque de l'autre, à promouvoir un sacrement, ou plutôt à élever au rang de sacrement le mariage, qui jusqu'au XIIe siècle n'est pas un sacrement. Donc intègre la liste des sacrements. Non pas qu'il n'y ait pas de mariage auparavant, il y a des mariages, hein, c'est pas la question, mais voilà. Et ce faisant aussi, et ça c'est plutôt le concile de Latran IV en 1215, qui tricote en réalité la suite de cette réforme grégorienne, qui assigne des rôles de plus en plus déterminés et circonscrits aux états de la société. Donc le prêtre acquiert un pouvoir assez considérable sur ses fidèles par le biais de la confession, hein, et rendu obligatoire pour les personnes des deux sexes. C'est le cano triusque sexus, une fois par an. Donc ça, c'est un pouvoir qui s'accroît, de contrôle qui est tout à fait considérable. Et puis d'autre part, les gens qui sont mariés, leur objectif, c'est la reproduction. Il faut peupler le paradis, hein. Et donc, du coup, du côté des femmes, les choses ne s'améliorent pas en réalité à mesure que l'on avance dans le Moyen-Âge, au point d'ailleurs que je pense que la condition des femmes au XIVe siècle est d'une certaine manière, enfin, en tout cas, de certaines femmes de l'aristocratie, parce que pour les autres, la condition, quoi qu'il arrive, est assez immuable, voilà, et difficile jusqu'à une époque finalement très récente. Mais pour les femmes de l'aristocratie, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Et un des éléments qu'on en voit qui est très loin de nos préoccupations, mais je le dis quand même, hein, c'est comment en France, parce que ça ne s'est pas fait partout, et ce n'est pas universel du tout dans le Moyen-Âge occidental, si je puis mettre l'universel dans le Moyen-Âge occidental, c'est à partir de 1316 et définitivement en 1328, c'est l'exclusion des femmes du trône de France. Et non seulement on les exclut elles, mais on exclut leur descendance. C'est-à-dire elles ne font pas pont et planche comme on disait jadis. Et donc le fait, c'est pas, enfin, sur le papier, il y a rien qui empêche les femmes de régner, notamment dans les principautés, même si chez les Francs saliens, il y avait l'idée que une terre, on préférait la garder, mais dans les populations germaniques, c'était assez courant. Donc voilà. Donc je pense que le XIIe siècle, c'est vraiment judicieux, je trouve, de centrer votre propos sur ce siècle, parce que c'est un siècle tout à fait passionnant. Et en miroir de ce que vous disiez tout à l'heure, il faut comprendre quand même que il y a les abbayes, mais dans les villes s'invente aussi une nouvelle pensée, la scolastique, le développement des écoles privées, qui déboucheront au début du XIIIe siècle sur l'invention de l'université. Et là, on bascule dans autre chose aussi par rapport à cette période 11e, 12e, qui est vraiment une période de transition, voilà, y compris dans la définition de l'orthodoxie qu'on évoquait tout à l'heure, et de ces albigeois qu'on voit. Oui, pour revenir aux fameux albigeois, donc dénommés beaucoup plus tard cathares. Le terme de catharos est dans la bouche de l'évêque de Schronau, je crois, en 1165, mais il ne deviendra vraiment récurrent qu'au XIXe siècle. Jusque-là, ils s'appellent les albigeois, ou eux-mêmes se nommaient les bons hommes et les bonnes femmes, les vrais chrétiens ou la vraie foi. Et chez eux, évidemment, alors la femme a une position tout à fait à part, puisqu'elle est l'égale de l'homme dans le mal, puisque toute création est le mal. Tout le monde sensible, tout ce qui est visible, c'est l'œuvre du diable. Donc, que l'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas à se la péter davantage. C'est de toute façon mauvais. Ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue sexuel, c'est justement, en voyant apparaître le sacrement du mariage, l'obligation, l'indissolubilité du mariage. Tout d'un coup, que vous couchiez avec une dame ou plusieurs, ou avec un monsieur ou plusieurs, c'est pas pire, pas moins, c'est pareil. Ça libère pas mal de choses, vous voyez, l'air de rien. De la même façon, une église qui ne prélève pas d'impôts, ça peut commencer à intéresser l'aristocratie.
qui va se dire, mais finalement, si on n'a rien à payer à l'Église, c'est quand même pas inintéressant. On retrouvera la même chose chez les princes germaniques au moment de Luther, hein, où les types vont se dire, la théocratie, terminée, nous n'avons plus à payer d'impôts, donc on garde le pognon pour nous. Donc il y a dans ce mouvement, cette pensée dissidente chrétienne, quelque chose de très révolutionnaire finalement, qui sape les fondements de toute société hiérarchique, ordonnée, et qui laisse la porte ouverte à une sorte de, comment dirais-je, de presque d'un côté anarchique. Ajouter à ça qu'ils sont pas véganes, mais végétariens. C'est pour ça que quand on vous sert à Carcassonne l'entrecôte cathare, ou alors c'est de l'humour noir, parce qu'à part une propension au barbecue, on ne connaît pas beaucoup l'humour cathare. Vous prenez un ami, un adventiste du 7e jour, un témoin de Jéhovah, vous secouez, vous avez un peu un cathare, vous voyez, du point de vue du fun. Donc il faut remettre aussi les choses à leur place. Mais ces gens vivaient dans l'angoisse absolue de la perdition des âmes. Nous sommes à leurs yeux tous des âmes perdues, prisonnières d'enveloppes charnelles diaboliques. Et plus vite nous aurons quitté ça dans la perfection d'une vie accomplie, plus nous rejoindrons Dieu, qui est une pure abstraction, qui est vraiment quelque chose d'immatériel totalement. Et le propos des âmes, c'est donc de regagner Dieu. Alors, pour ça, ils peuvent passer par plusieurs étapes métamorphiques. La métampsychose n'est pas loin. Donc, ils ne mangent pas d'animaux, parce que les animaux peuvent être des véhicules d'âme. Hein, l'animal est psychopompe, donc porte l'esprit. Sauf le poisson. Pourquoi ? Parce que Jésus fait la pêche miraculeuse et la multiplication des poissons. Voilà. Donc le poisson, c'est permis. Tout le reste, niet. Voilà. C'est assez marrant, mais c'est stricto sensu l'application de l'évangile à la lettre. Quoi. Voilà. On ne savait pas s'il y avait du ragoût pendant le repas de la Seine, puisque on ne parle que de pain et de vin. Il est probable qu'il y avait du beefsteak. Enfin, mais bon, comme c'est pas écrit, voilà, le pain c'est permis, le vin c'est permis, mais pas l'agneau, et surtout pas l'agneau pascal. Bon, donc les cathares ne sont pas versés dans le barbecue, mais je suis assez d'accord avec vous, mais je rebondis pour dire à notre auditoire, parce que vous avez dit une chose, je crois, importante. Cathare, c'est devenu une AOC, voilà. Et donc, quand vous êtes en pays cathare, c'est une AOC. On voit ça écrit au bord de la route. Vous Absolument, entrez en pays cathare. Qui mettrait aujourd'hui, vous entrez en terre catholique. Et donc, on n'arrive pas à faire renoncer un certain nombre de nos concitoyens à cette appellation, parce que évidemment il y a un système, voilà, et puis c'est tout un système économique qui est de tourisme, de choses comme ça, contre lequel j'ai absolument rien. Oui, mais vous l'avez très bien dit, et c'est, je crois, très important de toujours le répéter. Parce que cette dénomination, on en trouve 2 ou 3 traces par l'évêque de Chenao dans la documentation, mais vraiment très très peu. Et ça avait un intérêt, cette dénomination, c'est que cathare, ça renvoie à un lointain qui aurait contaminé la chrétienté depuis ses marges vers l'intérieur, les Balkans, tout ça, bon, les dualistes, voilà. Et alors que Albigeois, c'est ancré dans un territoire, vous voyez, comme Vaudois d'ailleurs. Et donc, c'est problématique. Voilà, c'est beaucoup plus problématique. Et donc, on met sous cette appellation cathare, et il y a beaucoup de bibliographie, hein, mais bon, il y a des travaux de plusieurs collègues qui ont taillé en pièces cette affaire-là, notamment Jean-Louis Biget, qui fut mon maître jadis et naguère. Et donc, c'est vraiment pas une bonne manière de les qualifier, parce que ça ne dit pas, en réalité, ce qu'ils sont, c'est-à-dire un pur produit de la réforme de l'Église ici, à l'intérieur. Il porte un message de réforme aussi, en quelque sorte, de retour, parce qu'en fait, l'histoire du christianisme médiéval, mais même très au-delà, hein, c'est toujours « c'était mieux avant ». Donc, il faut revenir aux origines, origines perdues depuis déjà un certain temps. Parce que finalement, pour le coup, j'ai une question. Le mythe du manichéisme importé, c'est un mythe pour vous, ça, justement ? Totalement.
Oui, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu un besoin tout d'un coup régionaliste, ça va avec des courants de pensée régionalistes, de revendication d'autonomie par rapport au jacobinisme parisien, vous voyez, au centralisateur, qu'on va retrouver de façon récurrente dans toute l'histoire de la région dite Occitanie, qui est une région, quand même, c'est plus de la moitié de la France. Hein. Ça va de Bordeaux à Vintimille, en gros, hein, et ça passe par le Massif central, vous voyez. C'est donc énorme. Mais c'est vrai qu'on a fait des Cathares une espèce d'ethnie comme les Vikings ou les Basques. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une secte dissidente du catholicisme. Point barre. Enfin, à mon sens. Voilà. Bon, ça s'est remis un peu en place. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais en même temps, il y a des idées qu'on la vie longue, hein, qu'on a du mal à. Bon, en même temps, il faut bien justifier nos émoluments. Donc, on y travaille, mais on a un peu de peine, voilà. Et c'est vrai que une société se bâtit là, avec derrière des enjeux religieux. Hein, les cisterciens essayent de prêcher et n'y parviennent pas. D'où la croisade. Et qui se termine par le traité de Paris en 1229, c'est-à-dire l'annexion au royaume. Donc derrière ces questions religieuses, la plupart du temps, il y a aussi des questions politiques, comme vous le disiez tout à l'heure, politiques, économiques. Et comme à partir, disons, de Philippe Auguste, on entre dans une logique d'expansion et du domaine royal et de sa mouvance, c'est-à-dire les deux conjugués, le royaume, hein, parce qu'il suffit de regarder une carte de ces deux entités au début du règne de Philippe Auguste et puis à la fin, en 1214, et là, en 1215, on comprend ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que là aussi, c'est un mouvement de basculement de la monarchie qui est un peu loin d'Ermengarde, mais du coup, Ermengarde, elle est dans un contexte qui est voué à s'éteindre progressivement sous les coups de la monarchie française, qui est pour l'heure une monarchie encore féodale, mais aussi de l'autre côté des Aragonais. Bref, on absorbe les comtes de Barcelone, on absorbe tous ces gens-là, et pour créer des entités qui ont aussi, qui commencent à avoir un fondement entre 25 guillemets national. Oui, c'est le début des États-nations, d'une certaine façon. En tout cas, c'est très net chez nous. Il y a une vraie volonté de créer un État-nation. Et dans cette création-là, les marchands jouent un rôle déterminant ou pas alors? Les marchands, vous savez, comme toujours, ils voient où est leur intérêt. Quand la France devient la partie anglaise, toute une partie du sud-ouest commerce avec l'Angleterre et c'est bien. Vous voyez, donc ils vont adhérer tout à fait à la présence anglaise, ils vont même, on peut dire, collaborer entièrement. Après, ils reviendront dans le giron de la couronne de France une fois que le roi de France aura renvoyé les Anglais, renvoyé en Angleterre. Mais vous savez, l'argent n'a pas de patrie. Je crois que tout le problème est là, en fait. C'est qu'il s'accommode très bien des variantes géopolitiques. Dès l'instant où les capitaux restent là et fructifient, il n'y a aucun problème d'identité nationale. C'est très clair. Surtout à une époque où c'est très marrant quand on regarde les livres de comptes d'un marchand de l'époque, même disons du 13e, 14e, comment les types jonglent avec des monnaies incroyables, hein, avec le sol melgorien, la livre tournois, l'or arabe qui vient de Barcelone. Les types convertissent tout ça à toute vitesse, ils savent très bien où ils en sont. Hein. C'est très amusant de les voir faire. Les livres de comptes des marchands, c'est passionnant parce que ça donne vraiment la température économique d'une société et qui là ne connaît pas les frontières du tout. Le temps ne connaît pas de frontières non plus. Les jours donc 24, 48 on va laisser quelques minutes pour s'il y a des questions. Il suffit de parler un petit peu fort. Je pense que ça restera audible. Est-ce qu'il y a des questions? On n'a pas eu le temps de parler du jeu d'Adam. Oui, on l'avait dit. Un mot peut-être? Pardon. S'il n'y a pas de questions, un duo sur le jeu d'Adam. Un duo sur le jeu d'Adam, sur ce que vous avez voulu faire, et moi j'explique que le jeu d'Adam c'est fondamental. Oui. Alors moi, je suis. Faut expliquer déjà ce que c'est. Enfin, c'est un drame liturgique au départ. C'est le plus ancien, je crois de mémoire, drame liturgique conservé. Alors qu'est-ce que c'est qu'un drame liturgique?
En tout cas, je vous coupe Isabelle, qui est mise en scène par le troubadour. Qui est un élément absolument voilà, central du bouquin, oui. de ce livre. C'est pour ça que c'est peut-être intéressant de finir d'en parler. Et donc c'est quelque chose qui est écrit par un auteur anonyme qui mêle du vernaculaire dans certaines parties, c'est-à-dire pour être compris du public, dans les dialogues, et des parties en latin chanté qui relèvent de la liturgie. Donc en fait, ces drames liturgiques sont une explicitation de la Bible, en l'occurrence là l'Ancien Testament, la Genèse principalement, qu'on joue dans un but d'édification du public, des fidèles, et même d'ailleurs pour certains de ces jeux, parce qu'il n'y a pas que le jeu d'Adam, des clercs eux-mêmes. Hein, c'est un instrument d'édification. Donc voilà, avec en plus, mais là l'homme de théâtre le dira mieux que moi, hein, dans les plus anciens manuscrits conservés, il y a des didascalies, c'est-à-dire des indications, des notes de mise en scène, pour dire comment on doit jouer. Mais ça va même plus loin que ça, parce que le décor est décrit, les accessoires, les costumes, c'est en même temps une comédie musicale, parce qu'il y a sur une galerie en hauteur un orchestre et des chœurs. Les dialogues sont joués, prononcés par des personnages séparés, très identifiés tous. C'est pour moi la première apparition du théâtre sur le sol. Sa réapparition après l'oubli du théâtre latin, bien sûr. Il y avait eu Plaute, Terence et les Grecs, hein, évidemment. Et donc, ça m'a beaucoup amusé, moi, auteur de théâtre et homme de théâtre, de me dire, voyons, ce petit troubadour qui écrit donc des poèmes, qui écrit les cantsous, comme on disait en occitan de l'époque, les chansons, va tomber sur ce texte et va se dire, mais c'est fantastique, il faut le jouer. Parce qu'à l'époque, il faut quand même qu'on se souvienne que dans les abbayes, ça avait transité par les Arabes. Ça avait été traduit ensuite en latin, des textes grecs de Sophocle, des textes des grands poètes latins étaient parvenus, certains, dans les abbayes. Mais quand ils lisaient ça, pour eux, tel que c'était parfois interprété, ils ne les interprétaient pas, mais ils les lisaient, c'était un narrateur qui disait tous les textes, et ils admettaient que peut-être à côté, il devait y avoir des gens qui mimaient ou qui dansaient. Il ne leur était pas venu du tout à l'esprit que les personnages étaient tout à fait séparés et interprétés par chacun un comédien. Et donc, moi, ça m'a passionné de me dire, on va réinventer le théâtre tout d'un coup dans le midi de la France. Le texte a été écrit dans un langage anglo-normand, qui est une des bases du vieux français, hein, et probablement par un clerc anglo-normand. Et je me suis dit donc, ce texte a été offert au jeune poète qui s'est dit, on va le jouer. Et en même temps, il va voir Armand-Garde, donc la sachant mécène, en lui demandant de devenir la productrice du spectacle, parce que ça coûte quand même du fric. Hein, il faut produire, il faut des acteurs, des décors, des costumes, des effets spéciaux. Et il y a des effets spéciaux, ce qu'on appelait les machines à secrets, C-R-E-Z. Des secrets, c'était des effets spéciaux invisible dont la mécanique était invisible du public et qui donnait par exemple une gueule de l'enfer qui s'ouvre, des flammes et de la fumée qui en sortent. Vous voyez, alors c'était des machines très simples, mais un sens du jeu incroyable que les anciens Grecs avaient, hein, et qu'on va redécouvrir petit à petit, qui verra son explosion au moment du théâtre baroque, avec les machineries de théâtre, les apparitions célestes, les machineries qu'on trouvait dans les mystères à l'époque antique, en fait, c'est un peu le même principe. Oui, tout à fait. Et donc, moi, ça m'a passionné de faire réinventer le théâtre. C'est un pur bonheur de se dire, en fait, ils s'y mettent à deux, hein, à réinventer ça, et puis on va voir ce que va donner la pièce. Il y a aussi dans le fait que la pièce a 3 actes, ce qui obéit à la poétique d'Aristote, hein, une bonne pièce, c'est 3 actes. Acte 1, Adam et Ève, donc la faute, mais avec des nuances très intéressantes en ce qui concerne le personnage de Ève. Et acte 2, le meurtre de Caïn et d'Abel. Donc le premier grand crime de l'histoire littéraire, on peut dire. Bon, si j'oublie Homère, hein, bien entendu, mais chez nous. Donc Caïn tue Abel, ça m'intéressait aussi. On pourrait faire tout un polar là-dessus d'ailleurs, sur les vraies motivations de l'assassin. Le vrai coupable, c'est Caïn qui tue Abel. C'est Caïn. L'œil était dans la tombe et regardez, Caïn, voilà. Donc, ouais, hein. C'est Caïn, non.
Donc voilà, ça m'a beaucoup amusé aussi de traiter ça, parce que quand même, on a parlé de choses très sérieuses, mais c'est aussi un amusement et un plaisir. Sinon, on n'écrirait pas de livre, enfin, je crois. Et puis, il me semble aussi que quand on prend 15 € dans la poche de quelqu'un et quelques heures de sa vie, on doit lui donner du plaisir. Donc, c'est ce à quoi je m'entraîne. Et du plaisir, on en a en lisant votre livre, François-Henri Soulier. Merci Isabelle Landonat d'avoir participé, c'était passionnant, c'était vraiment passionnant. Merci François-Henri Soulier. Magnificat, un livre à lire. Vous le dédicacez demain, puisque là, la librairie est fermée, mais à quelle heure? C'est à 10h, je crois. À partir de 10h jusqu'à midi, oui, je serai là avec grand plaisir. Sur le stand 10-18. 10-18, voilà. Demain à 10h.